Le XXIe siècle semble être le siècle de la déraison. On croyait qu'avec l'avènement de l'Internet, avec le fait que la connaissance était à la disposition du plus grand nombre, le XXIe siècle serait celui de la raison. En réalité, on a l'impression que les gens, face, je dirais, à trop de connaissances, trop de savoir, ne font plus fonctionner leur cerveau, mais raisonnent avec leurs tripes. Donc je crois que l'élection de Donald Trump correspond à ça, c'est-à-dire on vote avec ses tripes, on est en colère, donc on vote Trump, même si c'est totalement déraisonnable, même si Donald Trump peut remettre en cause la démocratie américaine. Et on voit ça à travers toute l'Europe, droit et justice par exemple en Pologne, Viktor Orban qui remet en cause l'état de droit difficilement conquis par les Hongrois sans qu'il y ait de véritable opposition, la montée du Front National en France, le PVV de Geert Wilders aux Pays-Bas, en Italie, Beppe Grillo et le mouvement 5 étoiles. Donc partout, on voit cette déraison qui semble l'emporter. Donc c'est pas un phénomène qui est purement européen, je crois que c'est un phénomène qui est occidental et qui touche toutes les vieilles démocraties de l'Occident. Donc l'élection de Marine Le Pen en 2017 est possible ? Savoir si l'élection de Marine Le Pen en 2017 est possible, il est peut-être un peu trop tôt pour le dire aujourd'hui, mais dans cette colère générale, on ne peut pas plus exclure l'impossible. L'impossible devient possible. C'est ça qui est extraordinaire à cette époque. Vous savez, très longtemps, je me suis interrogé sur la naissance du nazisme, parce que c'est quelque chose qui paraît impossible. Quand vous regardez ensuite, vous dites non, c'est pas possible. Quand des gens raisonnables, cultivés, l'Allemagne, c'était quand même un phare de la pensée occidentale au XXe siècle. Comment ce pays a-t-il pu basculer en quelques mois, en quelques années, dans le nazisme? Eh bien, cette interrogation-là, je crois qu'on a la réponse aujourd'hui. On voit irrésistiblement les gens basculer du côté obscur de la force, si vous voulez. Une étude vient d'être publiée par le New York Times qui montre que plus vous êtes jeune, alors c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai aussi en Europe, plus vous êtes jeune, moins vous êtes attaché à la démocratie et plus vous êtes prêt à vous accommoder d'un régime militaire. Plus vous êtes vieux, plus vous êtes attaché à la démocratie. Là, on peut commencer à avoir peur. Et récemment, de nombreuses affaires ont fait polémique, par exemple Barroso qui va chez Goldman Sachs, ou les propos en Bruxelles, oui. Ou les propos du commissaire Oettinger aussi. Hier, vous avez dit que les gens à la Commission ne savent plus vraiment ce qu'ils font ou quoi faire. Donc est-ce qu'un problème fondamental, c'est tout simplement le personnel aussi de l'Union européenne ? Ce que montre la montée des populismes aujourd'hui dans le monde, c'est que l'Europe n'est pas isolée. C'est quelque chose qui concerne l'ensemble du monde occidental, l'ensemble des démocraties. Même les plus vieilles démocraties ont aujourd'hui un problème avec leurs citoyens qui ne semblent plus se reconnaître dans ce système. L'Europe échappe évidemment pas à ce phénomène et l'Union européenne dans l'Europe n'échappe pas à ce phénomène parce qu'au fond le personnel politique de l'Union européenne n'est que le reflet du personnel politique national. Bruxelles, ce n'est rien d'autre que du personnel politique national qu'on envoie à Bruxelles. Il y a pas de personne ne fait de carrière européenne au vrai sens du terme. Aux États-Unis, vous avez un pouvoir fédéral à Washington DC, vous pouvez faire une carrière entière à Washington DC. À Bruxelles, non. C'est d'anciens politiciens. José Manuel Durão Barroso, il a été Premier ministre du Portugal. Jean-Claude Juncker, il a été Premier ministre du Luxembourg. Gunther Oettinger, le commissaire chargé de l'économie numérique, il a été ministre-président du Land de Baden-Württemberg, etc., etc. Donc c'est l'exact reflet de ce que produisent nos classes politiques nationales. Donc comment s'étonner, si vous voulez, qu'à Bruxelles, cette classe politique soit aussi arrogante, hors sol, détachée des réalités que dans nos États-nations. Alors que justement, comme l'Union européenne a moins de légitimité que nos États-nations, elle devrait se montrer plus parfaite que nos États. Mais comment voulez-vous montrer être plus parfait alors qu'on envoie à Bruxelles beaucoup de bras cassés de gens qui ont des casseroles dans leur pays d'origine? On ne peut pas résoudre une telle équation. Et comme vous êtes journaliste, je voudrais bien sûr aussi vous poser la question du rôle des médias dans la perception de l'Union européenne. Est-ce que les médias parlent assez d'abord de l'Union européenne? Comment est-ce que les médias perçoivent l'Union européenne?
En tant que journaliste européen, je trouve qu'on ne parle jamais assez de l'Union européenne dans les médias, évidemment. Mais lorsque vous parlez aux correspondants en Italie, aux correspondants en Allemagne, il a le même sentiment. C'est qu'on a l'impression qu'on ne couvre pas assez le secteur, qu'on est nous-mêmes chargés de couvrir. Donc il y a cette espèce d'effet déformant du fait qu'on couvre un secteur et on se dit « Ah ben tiens, tout ça échappe à la couverture de l'actualité ». Je crois que les médias audiovisuels, effectivement, en France, ne couvrent pas assez l'Union européenne. Quand vous cherchez les sujets européens à la télévision, vous ne voyez quasiment pas. La seule chaîne qui fait de son travail d'information, c'est Arte. La presse écrite, il n'y a strictement rien à dire. Vous lisez Le Monde, Libération, Le Figaro, il y a énormément de sujets européens. On ne peut pas accuser la presse en général de ne pas assez couvrir l'Union européenne. Mais à l'heure d'Internet, les reproches qu'on faisait au XXe siècle à la presse en disant oui, la presse n'est pas assez présente, même en 2005, ne couvre pas au moment du référendum sur le traité constitutionnel européen, oui, la presse ne donne pas assez d'informations, etc. Maintenant, tous ces reproches-là sont derrière nous, parce qu'à l'heure d'Internet, toute l'information est disponible. Donc les gens peuvent aller s'informer sur des sites, sur des comptes Twitter de gens qui sont spécialistes des questions européennes et ils peuvent trouver toute l'information qu'ils souhaitent. Or, que constate-t-on? C'est que les gens ne vont pas chercher cette information-là. Ils vont chercher plutôt des sites complotistes, des sites ce qu'on appelle la post-vérité, des sites qui ne donnent pas la vérité. Ce qu'ils veulent, c'est des phrases chocs, des phrases qu'ils vont retenir, des choses qui confortent leur idée qu'il y a un grand complot qui vise à prendre le pouvoir dans le monde. Je rencontre parfois des gens très intelligents et puis qui me sortent des choses tout à fait étonnantes du style « Oui, mais tu sais, l'homme sur la Lune, le 21 juillet 1969, c'était un montage, c'est Kubrick qui a tourné. » Regardez la... Vous dites « Mais comment en 21e siècle, un crétin peut-il dire une chose pareille froidement et le soutenir dans une soirée? Eh bien aujourd'hui c'est possible. Parce que vous apercevez qu'à l'heure d'Internet, aujourd'hui on est vraiment à l'heure de la post-vérité. La seule chose, c'est pas la vérité qui intéresse les gens, ce sont des histoires. Trump l'a compris, il raconte des histoires. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas vous dire la vérité aux gens. Si vous commencez en disant « je vous donne la vérité », non, surtout pas. Non, il faut vous dire, si je veux vous attirer dans mes filets, c'est dire je vais vous raconter une bonne histoire. Ah, vous adorez les histoires. Voilà, on est au siècle du fairy tale. Et est-ce que toutes ces critiques actuelles à l'Union européenne, quand on parle de l'Union européenne aujourd'hui, on parle de populisme, de critiques, de malfonctionnement, est-ce que ça rend votre travail plus intéressant ou de l'autre côté plus fatigant? Les médias aiment les crises. La bonne nouvelle n'est pas une nouvelle. Le train qui arrive à l'heure, on n'en parle pas. Donc plus il y a de crise, plus effectivement ça rend le travail intéressant. Le problème, c'est que cette succession de crises, cette succession de difficultés n'accroît pas réellement nos ventes. On s'aperçoit que les gens trop abreuvés de mauvaises nouvelles, en réalité, n'achètent pas pour autant le journal. Ils disent « Oh, je préfère ne pas savoir ». Et justement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne veulent pas savoir, ils vont regarder Twitter, ils vont regarder Facebook, ils vont regarder des choses qui leur racontent des histoires qui éventuellement les révoltent ou les font rêver, etc. Mais ils ne vont pas chercher à en savoir plus. Donc non, je ne dirais pas que ça rend les choses plus intéressantes, ça me rend plus déprimé de voir cette abdication générale de l'intelligence. Vraiment, je suis aujourd'hui extrêmement inquiet de l'époque dans laquelle nous vivons, parce que je crois que l'obscurantisme est en train de gagner. Alors, vous savez, est-ce que ça rend mon travail plus intéressant de voir l'obscurantisme gagner? Bon, j'aurais préféré, par exemple, ne pas être journaliste dans l'Allemagne des années 33, quoi. On va dire les choses comme ça. Voilà. Aujourd'hui, je me dis qu'on n'en est pas encore là, mais on pourrait très rapidement basculer. Les gens croient que la démocratie, que la liberté, c'est quelque chose, de la paix, c'est quelque chose qui nous est donné pour l'éternité. C'est faux. Et l'Union européenne, est-ce qu'elle nous est donnée pour l'éternité ou est-ce que le projet va bientôt finir? Toute construction politique, toute construction humaine, elle est périssable, c'est une évidence. Je veux dire, regardez les 3000 dernières années d'histoire, qu'est-ce qui a été permanent? Strictement rien. Je veux dire, les frontières des États ont changé, les régimes politiques ont été renversés. Non, tout ce qui est humain, évidemment, est mortel. Et l'Union européenne est mortelle, évidemment. Qu'est-ce qu'on sait faire de lui? Ce qui est immortel chez l'être humain, c'est la volonté de détruire son prochain. C'est la xénophobie. Ça, c'est permanent. C'est la haine de l'autre.
Ça c'est clair, ça c'est du permanent. L'Union européenne, c'est un projet de paix, un projet où on essaye de s'aimer les uns les autres, de ne pas se faire la guerre, de résoudre nos conflits d'intérêts par le droit. Et c'est pas quelque chose qui fait rêver les gens. Donc voilà, la haine est contenue dans le projet européen, par le projet européen. Aujourd'hui, je me demande si les gens n'ont pas envie de haïr à nouveau leur prochain. Parce qu'au fond, c'est ça l'être humain. Vous savez que l'espèce humaine, je crois que c'est avec les chimpanzés, c'est la seule espèce sur Terre qui peut tuer quelqu'un de son espèce. Il y a l'être humain et le chimpanzé. Et les dauphins. Et les dauphins, apparemment. Et les dauphins, me dit-on de la régie. Donc voilà, ça fait quand même extrêmement peur. Et on peut tuer quelqu'un uniquement parce qu'il nous dérange, parce qu'il a traversé au mauvais endroit, parce qu'il a séduit votre compagne ou votre compagnon, et ainsi de suite. Vous vous rendez compte? Voilà, et ça n'existe nulle part ailleurs. Donc je crois profondément je me demande si la nature humaine, aujourd'hui, après 70 ans de paix, n'est pas en train de reprendre le dessus et se dire, bon, on va bazarder tout ça, on va passer à autre chose. Après tout, la paix, c'est ennuyeux. Regardez, l'espace européen, le continent européen, c'est le continent le plus riche de l'histoire de la planète. C'est aujourd'hui la première puissance du monde, économique, commerciale. Et les gens sont malheureux. Les gens sont malheureux. Et notamment en France, c'est le pays le plus pessimiste de la planète. On est plus pessimiste qu'au Zimbabwe. Donc c'est quand même... Or, la réalité, c'est qu'il vaut mieux être chômeur en France que travailleur au Zimbabwe. C'est ça la réalité. Et ben, malgré tout le confort matériel, malgré tout le confort économique, malgré la paix, malgré la démocratie, les gens sont malheureux et ils sont prêts à voter pour Marine Le Pen. Bon, moi, les bras m'en tombent.